Nous sommes le samedi 22 août 2026. Vous êtes dans le monde en 7. Voici les sujets que nous allons analyser aujourd'hui. Nous parlerons de la République démocratique du Congo. On va évoquer l'avancée du virus Ebola dans ce pays. On ira également du côté du Tchad. L'opposant, Succès Masra, qui appelle à la réconciliation. Le Cameroun, Paul Biya est là. Nous en parlerons et puis nous reviendrons au Togo pour évoquer la détention de 2 journalistes français. Pour analyser ces sujets, je reçois ce samedi 2 invités. Louis Kamako. Louis Kamako est journaliste. Bonsoir Louis. Bonsoir chers consoeurs, bonsoir chers confrères, bonsoir chers confrères, bonsoir à mon co-débatteur et salut spécial à tous les téléspectateurs de la télévision du Monde Nouveau. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Le co-débatteur, c'est Georges Hérault. Georges Hérault est cadre des cercles des leaders émergents. Il est surtout le maire de la commune de Cloto-2. Bonsoir Georges. Bonsoir Samuel, ça fait 2 jours. Vraiment. Bonsoir Louis, je profite de votre antenne aussi pour faire un coucou au chef canton de la vieille AP Domé, Togbe Atakpazé 4, qui, je peux vous le dire, lors de la dernière édition de Journée nationale de sport, était le premier dans les courses à arriver à destination. Wow. Donc, il a vraiment gagné ou on il a gagné, il a gagné. Sauf que c'est par l'aide des motos, une moto qu'il est arrivé premier. Oui. Donc vraiment, mais c'est encourageant de voir un chef canton participer à cette journée. Ça montre combien de fois la population est intéressée par ces programmes insoucieux par le gouvernement. Merci beaucoup. On va donc commencer avec le premier sujet. Nous allons parler du virus Ebola. La 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a franchi un cap tragique en devenant la plus meurtrière jamais enregistrée dans l'histoire du pays. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À titre de comparaison, par rapport au cas récent de 2018-2020, le pays avait enregistré 2299 morts. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2300 morts, 2325 morts pour 4925 cas enregistrés. Cette situation inquiète les autorités. Nous allons suivre ce reportage avant de revenir pour faire le débat. En République démocratique du Congo, la situation liée à l'épidémie d'Ebola reste préoccupante. Depuis plusieurs mois, le virus continue de faire des victimes, tandis que les autorités sanitaires et les organisations internationales renforcent leur mobilisation. La situation concernant Ebola depuis 3 mois maintenant n'est pas bonne. Nous avons près de 2000 personnes mortes et nous avons 4000 personnes touchées. Une situation particulièrement inquiétante. Une grande partie des décès survient donc au domicile, ce qui complique la prise en charge des malades et augmente les risques de propagation du virus. Face à cette évolution, les acteurs humanitaires appellent à ne pas baisser la garde. Le pic de l'épidémie, je pense, n'est pas derrière nous, mais devant nous. Les autorités congolaises bénéficient du soutien de plusieurs partenaires internationaux. L'Organisation mondiale de la santé souligne également l'engagement des plus hautes autorités du pays. Le président et le premier ministre sont également mobilisés. J'ai déjà rencontré le premier ministre hier et ils ont déjà alloué 20 millions de dollars américains. Ils se mobilisent et sous leur direction, avec le soutien de tous les partenaires, nous pensons pouvoir enrayer la situation. Mais pour la RD Congo, la mobilisation internationale reste indispensable pour contenir l'épidémie et protéger les populations. On a besoin de l'aide internationale. Les virus nous concernent tous. Entre renforcement de la réponse sanitaire et mobilisation des autorités et soutien des partenaires, la lutte contre Ebola se poursuit en RD Congo. Une course contre la montre pour contenir le virus et éviter davantage de pertes humaines. Georges Hérault, voilà la situation, elle est quand même inquiétante. On est sur à peu près 3 mois maintenant, 2325 morts.
alors que 2018-2020, on était sur autour de 2 ans, 2299 morts. Comment vous expliquez aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle d'un nouveau variant, mais est-ce qu'il n'y a que ce facteur pour expliquer un bilan aussi lourd aujourd'hui? Vraiment, c'est un peu dégueulasse. Ça nous met en alerte parce que à 3 mois, on dénote déjà plus de 2000 morts et plus de 4000 cas confirmés. Et c'est aussi l'évidence que nos formations sanitaires, les centres sanitaires passent un moment vraiment de crise qui ne répondent pas, ces formations ne répondent pas véritablement pour permettre la riposte à l'épidémie. Et vous devez savoir que dans des cas comme ça, il faut des dispositifs et des équipements qui permettent l'espacement, l'éloignement, permettant de dépister rapidement les cas contacts et de pouvoir éloigner ces contacts et cas contacts confirmés avec le reste de la population. De savoir aussi que cette situation est exacerbée par le conflit à l'est du pays qui fait beaucoup de déplacés. Oui. Et quand vous parlez de déplacés, c'est des gens qui ne pratiquent pas véritablement des conditions d'hygiène permettant de lutter efficacement contre l'épidémie. Et encore plus loin, il faut savoir que ce cas a permis, cette crise a fait des dégâts au niveau même du personnel soignant. Plusieurs dizaines de personnels soignants aussi étaient contaminés et décédés. Et pourquoi? Parce que aussi les équipements personnels et de protection individuelle, les EPI, ne sont pas aussi au point pour permettre un vrai riposte. Et c'est aussi certains de nos pays que nous ne cesserons pas de le dire. Aujourd'hui, on parle de l'aide extérieure, c'est vrai, l'aide internationale, c'est vrai, mais il faut vraiment que nos pays prennent à bras le corps les questions sanitaires, les questions, surtout des questions d'ordre primaire, puisque c'est des choses aujourd'hui au XXIe siècle que nous devons mettre en place pour le développement de nos pays. Alors, Louis Kamako, comment vous expliquez cette rapidité de propagation de ce nouveau variant? Non, la rapidité, les raisons qui sous-tendent tout là, vous l'avez expliqué, c'est-à-dire que le pays fait face à une nouvelle ou bien un nouveau variant de virus, c'est-à-dire que la souche virale en question aujourd'hui n'est pas la souche Zaïre qu'on a connue dans les années 2018-2020, mais ici on parle de la souche virale Budingua qui jusque-là n'a en face de lui aucun vaccin ni aucun traitement spécifique. C'est pas comme de par le passé, les autorités se sont appuyées sur des traitements existants, sur des vaccins existants justement pour juguler le mal. Aujourd'hui, c'est un nouveau variant et donc qui est en train de dicter la loi en fait aux autorités congolaises. En dehors de cela, je crois que Georges Géo l'a effleuré tout à l'heure, c'est pour vous dire que le Congo même en soi aujourd'hui cumule plusieurs vulnérabilités. Donc c'est pour dire que le problème n'est pas seulement le virus, mais l'environnement dans lequel ce virus-là circule. Vous allez dire qu'on va revenir justement sur l'insécurité qui prévaut là-bas dans l'est de la RD Congo, et parce que c'est cette zone-là et également le nord du pays, ce sont les zones les plus touchées actuellement, même si on nous dit que ce sont 6 provinces qui se sont déclarées ou bien qui sont identifiées actuellement vulnérables à cette crise. Donc c'est l'environnement aussi qui n'est pas propice. C'est l'environnement qui n'est pas avantageux, c'est l'environnement qui défavorise aujourd'hui la RD Congo et qui le met, qui la met face à une telle situation. Donc vous avez là-bas en est de la Congo des conflits armés, on parle des déplacements massifs des populations, donc ça fait que on a du mal justement à couper le mal parce que c'est aussi une maladie de contact.
Et puisqu'il y a un déplacement d'une zone à une autre, ça permet en fait de propager rapidement la maladie. Donc je crois que Ebola vient justement profiter d'une crise de gouvernance et de sécurité préexistante justement pour faire la loi en Inde et Congo. C'est pour vous dire que les défis restent à relever. Ce n'est pas une crise seulement sanitaire, mais c'est une crise qui a une connotation politique et de gouvernance. Alors, les provinces touchées, il y a l'Ituri, en tout cas une partie de l'Ituri qui reste l'épicentre. Là où la maladie a été déclarée. Mais là, on est aussi dans le Haut-Ouélé, le Bas-Ouélé, le Nord Kivu, le Sud Kivu et dans le Chopo. Donc, 6 provinces, les autorités essayent quand même de circoncire la propagation. Est-ce qu'on a aussi un peu comme facteur aggravant le comportement des populations? Parce qu'on ne déclare pas vite les personnes malades, on tente de les soigner en famille. Et vous savez qu'en famille, il y a plusieurs personnes qui peuvent entrer en contact avec une personne malade. Et c'est quand ça s'aggrave ou quand il y a un décès qu'on sait qu'on vient confirmer que c'est peut-être Ebola. Oui, on peut dire, ou bien soulever le comportement de la population à ce qui concerne le fait qu'ils ne déclarent pas vite les cas, mais il faut aussi soulever la communication autour de la crise, parce que si la communication ne se veut pas être rassurante vis-à-vis de la population qui trouve en ces lieux de soins des mouroirs, vous voyez que s'il y a cette crise de confiance directement, les gens ont peur parce qu'ils se disent que quand les malades ils vont à l'hôpital, c'est pour mourir. C'est pour mourir. Et donc les gens, vous savez, en Afrique, quand c'est comme ça, les gens se donnent plutôt à nos médecines traditionnelles, quand de voir ce que ça peut donner et aussi ce que la communication qui se passe et qui dit que c'est une nouvelle variante et qu'il n'y a pas encore de vaccin. Oui. Mais s'il n'y a pas encore de vaccin, comment vous voulez que les gens aillent à l'hôpital? Oui. Ils feront quoi à l'hôpital? Parce que, donc, c'est aussi la communication, mais la réalité aussi des choses, parce que il y a déjà une crise de confiance qui naît entre les gouvernants et la population en termes de gestion de la crise de cette épidémie, de cette nouvelle variante. Mais ce que nous devons savoir fondamentalement, c'est que quand nos lieux de soins, parce qu'il faut aussi voir les ratios, il faut voir les soins, la proximité des soins et la population. Si vous avez des centres de soins qui sont éloignés, si vous avez un nombre de personnel, de soignants qui doit traiter beaucoup de personnes et que les gens doivent aller et faire des jours après des jours pour être diagnostiqués, vous ne pouvez pas interdire aux gens de rester à la maison. Donc c'est en cela qu'il faut vraiment travailler sur la communication et sur le fait de construire des centres de santé et de soins qui sont proches de la population, permettant à ces moments-là de pouvoir cerner et circonscrire vraiment l'épidémie. Alors, sur 2018-2020, on était presque aussi dans la zone de l'Ituri. Est-ce qu'on peut se dire que c'est, comme on le dit tout à l'heure, la situation de conflit, les déplacements, la proximité, toutes ces choses qui sont finalement des facteurs si aggravants de la situation? Oui, cela fait partie. Sauf que, comme je l'ai dit, nous sommes en face d'une nouvelle souche virale. Et jusque-là, personne ne la maîtrise. C'est comme ce qu'on a vécu dans les années 2020 avec la crise à coronavirus. Et on vous dit que le virus en soi n'a pas, c'est-à-dire que ne se traite pas et qu'il faut juste certains mécanismes pour que cela se disparaisse. Donc on est en face d'une nouvelle variante, comme on l'a dit, que les autorités ne maîtrisent pas. Même si, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital? Mais ce qu'on fait, peut-être, ce sont des traitements. Je l'ai dit, c'est peut-être ce qu'on a eu à faire pendant la COVID-19. On essaie peut-être, et puis dans ce cas de figure, on mise beaucoup sur l'isolement. C'est-à-dire qu'on vous dit que la maladie même finit par se guérir toute seule. Donc on mise plutôt sur les mesures préventives, en fait. Voilà, la mise en quarantaine et l'isolement. C'est souvent ce qui est fait.
Mais ici, c'est difficile parce que quelqu'un l'a dit, il y a une crise de méfiance entre les gouvernés et les dirigeants. Donc, il y a aussi la difficulté même que les hôpitaux même ont justement à accueillir les patients. On vous dit que là-bas en Inde et Congo, il y a une insuffisance créée des équipements sanitaires. Les médecins ou bien le personnel soignant est débordé, il est mal payé. Mais quand on écoute, par exemple, tout à l'heure, Ghebreyesus, le patron de l'OMS, il dit que les autorités ont débloqué 20 millions de dollars. Non, mais débloquer 20 millions, je ne pense pas que 20 millions de dollars suffisent aujourd'hui pour faire face à la situation parce qu'il n'y a pas un préexistant consistant sur lequel on peut s'appuyer pour résoudre la crise. Les 20 milliards ou bien l'argent décaissé va peut-être servir à autre chose. Si déjà vous ne disposez pas de plateau technique assez adéquat, si vous n'avez pas un personnel de santé qualifié, si vous ne disposez pas de dispositifs pour faire un certain nombre d'analyses, c'est maintenant que vous allez justement penser à avoir tout ce matériel-là. Et donc, ça veut dire que cette enveloppe-là est insuffisante. Ce que l'OMS a débloqué ou bien ce que l'OMS a donné en termes de dons à Aide Congo est relatif en fait à la situation liée à la crise. Ça veut dire que l'OMS ne viendra pas résoudre le problème lié à l'inefficacité du système sanitaire congolais. Donc, je pense que c'est un fonds qui va tomber dans un trou. C'est un fonds qui sera vite englouti par la crise. Donc, je crois que le problème n'est pas là. Le problème, c'est parce que déjà, il y a une crise de gouvernance qui s'est installée et sur laquelle s'est greffé aujourd'hui Ebola avec la nouvelle souche. Donc, je crois que c'est un problème qui date. C'est un problème qui ressort aujourd'hui qu'il y a la résilience, le système sanitaire congolais n'est pas résilient. Donc je crois que ce sont des facteurs qui aujourd'hui qui aggravent cette situation. Quand on voit même que le personnel soignant même perd souvent la cible de multiples attaques. Parce qu'on a dit que dans cette partie du Congo-là, il y a une insécurité grandissante, il y a la présence des groupes armés. Les chiffres nous annoncent que ces dernières années, il y a eu plus de 260 attaques perpétrées contre le personnel soignant. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne sont pas en sécurité et donc ils travaillent avec la peur au ventre et tout cela ampute sur les résultats. Alors, on est dans un pays, je le rappelle, qui, il y a entre 6 à 8 ans, avait connu également une épidémie d'Ebola. Quand on regarde aujourd'hui, ce qu'on peut quand même qualifier d'un peu d'hécatombe, on peut se dire que c'est comme si le pays n'a pas appris des leçons passées, la recherche n'a pas véritablement avancé. Pourquoi on se retrouve dans pareille situation? Oui, en fait, comme le dit quelqu'un, diriger, c'est prévoir. Effectivement, on peut dire facilement que 2018 jusqu'à nos jours, il n'y a pas un niveau de préparation assez visible sur le terrain qui permet de nous dire efficacement qu'on a appris des leçons sur la pratique passée, sur les pratiques passées, mais il ne faut pas aussi oublier, comme on l'a dit, qu'il y a déjà une crise qui a fragilisé le tissu social, qui a fragilisé déjà l'accessibilité à certaines zones au niveau de l'Est du pays. Il y a déjà cette vulnérabilité institutionnelle où dans certaines zones de la RDC, en l'occurrence côté Est, il n'y avait pas l'autorité de l'État qui vraiment permettait à ces citoyens-là de pouvoir être sur le parapluie de la protection de l'État. Donc, comment les disent, tout ce que je viens d'énumérer permet de dire en quelque sorte que, au-delà du fait que nous n'avons pas appris, ou bien la RDC ne s'est pas bien préparée et n'avait pas appris des leçons en fonction de ce qui s'est déroulé en 2018, il y a aussi la crise sécuritaire qui aussi a
exacerber la vulnérabilité des citoyens face à Ebola. Et encore, on ne cessera pas de le dire, on n'a pas encore trouvé de vaccin à cette variante. Vous pouvez faire quoi? Vous savez, nos pays, surtout les pays africains, les nations africaines, nous ne sommes pas encore à cette étape où nous avons quand même développé la médecine, notre propre médecine, qui permet de faire face à certaines situations, surtout à des crises comme celle-ci. Et donc, nous pouvons faire qu'avec la médecine moderne ou bien la médecine conventionnelle. Et si la médecine conventionnelle n'a pas une réponse immédiate, ça met en rude épreuve le pays. Quelle communication il faut de la part des autorités pour, j'allais dire, un peu rassurer la population, mais surtout, d'abord, rassurer, amener à observer les gestes barrières, déclarer les cas de maladie pour contrôle éventuel? Donc d'abord, il va y avoir une communication de crise. Et en cas de crise, il faut savoir communiquer. Il faut d'abord arriver à canaliser les communications. Il ne faut pas que ça aille dans tous les sens. On doit avoir un poste de gouvernement ou bien des agents de santé qui maîtrisent bien le sujet, qui vont justement essayer de dissiper les doutes. Dissiper les doutes, c'est de faire croire en fait à la population, c'est d'informer la population, ou bien c'est de faire croire à la population que la maladie en soi n'est pas une fatalité, qu'une détection rapide d'une telle virus peut arriver à la guérir ou bien à guérir la personne. Donc c'est une communication assez pacifique et patiente qui doit normalement passer. Essayer de rassurer certainement les populations et donner l'exemple de ce qui se passe ailleurs, parce qu'on a constaté que c'est une crise qui a dépassé les frontières de AD Congo. Des cas ont été signalés également en Ouganda, et en 42 jours, rappelez-vous, bien notez bien, en 42 jours, Kampala a su enrayer le danger. Ça veut dire tout simplement qu'une détection rapide et un système sanitaire bien structuré peuvent amener à rapidement en fait mettre le danger de côté. Donc c'est pour ça que j'ai dit au début que cette maladie n'est pas une fatalité, on peut la guérir, même si aujourd'hui on nous dit qu'il n'y a pas encore de vaccin qui lui est trouvé. Donc c'est des communications comme ça, c'est des messages du genre comme ça qu'il faut essayer de faire passer au sein de la population, les rassurer. Il ne faut pas qu'on communique en créant plutôt la psychose au sein de la population, mais il faut ramener la population, essayer de leur dire que c'est une maladie qui se guérit. Il suffit justement de respecter certaines mesures, ce qu'on appelle souvent dans ce cas de figure des mesures barrières. L'autre combat des autorités aussi, c'est de faire en sorte que Kinshasa ne soit pas touché. Oui, évidemment, c'est pour cela que la lutte aujourd'hui, c'est de circonscrire la maladie dans une zone. Et il faut, comme Louis vient de le dire, il faut une communication. Il faut permettre à la population de savoir que le fait de se déplacer en désordre pour certains cas dont on peut s'abstenir de se déplacer est ce qui est mieux dans ces conditions. Parce qu'il ne faut jamais sous-estimer le fait que les gens se déplacent dans nos contrées et dans des véhicules sont entassés, dans des moyens de transport, des gens sont très proches. Et pour des maladies de contact comme Ebola, il faut vraiment faire énormément attention. Et aujourd'hui, ce qui est, comme tu viens de le dire, puisque si dans la zone de l'Est, dans les 6 provinces, et rien n'est encore comme solution à l'horizon, et il faut véritablement faire en sorte que ça n'atteigne pas la capitale, puisque au niveau de la capitale, ça va être catastrophique. Vous savez, aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on ne peut même pas parler de cette variante avec les Covid-19, puisque avec Covid-19, c'est quand même un peu
un peu moins. Les cas de décès sont un peu aussi moins, surtout quand on parle de 2000 et quelque chose de décès en moins de 3 mois, c'est quand même pas possible. Donc, les autorités vraiment doivent faire tout pour éviter, vous savez, comme on l'avait fait au temps de Covid-19 dans nos pays, c'est d'éviter les surcharges dans les voitures de transport, encore moins. C'est de limiter même les déplacements, faire en sorte que au niveau de ces provinces-là, qu'il y a quand même une procédure d'urgence où, je ne sais pas, il faut que la zone soit déclarée une zone d'urgence permettant de freiner ou bien de sélectionner un peu les allées, les retours, puisque dans ces zones-là, il va falloir faire en sorte que les gens n'y accèdent pas facilement. En tout cas, déclarer une zone d'urgence, puisqu'il ne faut pas qu'on blague avec la vie de la population, soit disant que nous sommes en démocratie, nous sommes dans un état de droit. Et comme le disent certaines personnes, quand on parle d'état d'urgence, les gens pensent que c'est pour permettre aux gouvernants d'avoir la même mise sur une zone. Non, il faut que les dirigeants de la RDC puissent véritablement contenir la situation. D'accord. On va passer maintenant au second sujet. Nous parlons du Tchad, où l'opposant Succès Masra a bénéficié d'une grâce présidentielle il y a quelques jours. Il est sorti de prison alors qu'il purgeait une peine de 20 ans de prison. Ses premiers mots étaient pardon et réconciliation. On va écouter l'opposant Succès Masra. Pardon, l'unité, la paix. Et qu'un adversaire politique n'est pas un ennemi. Est-ce qu'un adversaire politique est un ennemi? Est-ce qu'un adversaire politique est un ennemi? Et alors j'ai entendu le président de la République, mon frère, le maréchal du Tchad, Mamadi Itno, dans son discours à la nation du 10 août, probablement l'un des discours les plus attendus. Est-ce que vous pouvez applaudir pour cela? C'était l'un des discours les plus attendus, n'est-ce pas? Un adversaire politique n'est pas un ennemi. Et que pour la stabilité politique de notre pays pour laquelle nous sommes, pour l'unité de notre pays pour laquelle nous sommes, pour la paix dans ce pays pour laquelle nous sommes, et bien pour tout ça, il nous faut d'une certaine manière le pardon, il nous faut la réconciliation. Il nous faut la réconciliation en acte. Donc le président lui-même l'a dit. Et je l'ai dit hier. J'allais dire ce petit matin, je l'ai remercié pour sa grâce présidentielle sans laquelle je ne peux pas me retrouver parmi vous ici. Louis Kabako, quand on écoute Succès Masra, les mots qu'il prononce, pardon, unité, paix, il demande même à la foule d'acclamer le président Idriss Déby. Est-ce que c'est le même Succès Masra qu'on connaissait? Je suis tenté de te répondre par l'affirmative parce que je suis de près le discours de Succès Masra depuis son retour d'exil en 2023. Déjà, le thème réconciliation était sur ses lèvres à l'époque, avant même qu'il ne devienne Premier ministre. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé entre lui et le président jusqu'à ce qu'il ne soit inculpé, accusé ou bien jeté à la prison et qu'on lui colle 20 ans de prison. Donc je trouve un politique aujourd'hui qui est revenu un peu plus assagi, un peu modéré, qui veut passer de la confrontation à la négociation politique. C'est comme ça que je définis aujourd'hui sa démarche. Et déjà qu'il ne trouve pas, il n'a pas du mal justement à emprunter aisément les mots du président Itno Déby. Il a même appelé à le féliciter. Donc je ne dirai pas tout ce que c'est une façon aujourd'hui pour lui de se capituler, mais plutôt c'est un changement de méthode. Et quelqu'un qui veut peut-être s'aligner sur les politures, la politique du président actuel, devenir un opposant facile à contrôler, devenir un opposant qui va peut-être accompagner le pouvoir public tchadien. C'est encore un opposant?
Opposant, parce que tout dépend de l'achat, tout dépend de comment il a déclaré son parti politique, les transporteurs. C'est aussi ça, parce qu'on est souvent, c'est-à-dire que quand on n'est pas au pouvoir, on est opposant. Maintenant, ça dépend de quel type d'opposant on est. Il y a des opposants radicaux, il y a des opposants modérés, il y a des centristes. Ailleurs, on parlera de gauche et de la droite. En Afrique, on parle d'opposants radicaux, on parle d'opposants centristes et tout. Tout dépend de quel bord on est. Il est opposant parce qu'il n'est pas au pouvoir. Il peut pas, il s'oppose au président, à l'exécutif, pas parce que tout ne va pas bien, mais il s'oppose peut-être parce qu'il y a des choses à corriger, parce qu'il pense qu'il peut apporter quelque chose à l'exécutif. Georges Hérault, quand vous entendez même question, quand vous écoutez Succès Masra, c'est vrai qu'il vient de passer un tout petit peu plus d'1 an en détention. Quand vous l'écoutez, est-ce que vous avez le sentiment d'un homme qui a changé avec la détention? Non, en fait, il a lâché le mot. Un adversaire politique n'est pas un ennemi. En fait, c'est ce que tout dirigeant de parti politique, que ce soit de pouvoir ou de l'opposition, partout dans le monde, doit comprendre. Parce que quand on dit opposant, ce n'est pas une confrontation directe entre personnes, mais c'est un combat d'idées où on apporte, selon son opinion, selon sa compréhension et selon sa vision, ce qu'on estime bien pour les citoyens de cette zone. Et donc, ce n'est pas le moment de dire qu'un opposant, parce que c'est en Afrique qu'on voit tout ça, et que lorsque un opposant félicite les dirigeants au pouvoir, on estime qu'il n'est plus opposant, alors qu'en 2024... On connaissait son discours d'opposant qu'il était. Oui, son discours a évolué du moment où vous voyez que même il l'a dit, du moment où le discours du dirigeant aussi a évolué. Le dirigeant même qui parlait de la réconciliation, de retour, même bien avant sa détention, quand le président, le maréchal Déby a pris le pouvoir après le décès de son papa, il a appelé à une réconciliation, à unité autour de lui pour diriger dans la cohésion et faire face à la rébellion. Et donc, c'est le président qui a la vision, qui sait donner les directives. Et là, tous les partis politiques qui sont concernés par l'unité, la réconciliation, qui sont des fondamentaux et qui doivent rassembler tous les citoyens d'une même république aujourd'hui. Et c'est de bon ton que les discours de celui qui est aussi radical face à la radicalité du papa changent. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien. Mais est-ce qu'on n'a pas le sentiment j'ai envie de dire, d'un homme qui n'est pas constant dans ses positions? Non, la constance, c'est quoi? La constance, c'est toujours par rapport à quelque chose. On est constant par rapport à quelque chose. Si hier, il était radical, vu un certain nombre de contextes qu'il y avait à l'époque, et si les contextes ont évolué jusqu'à faire de lui un Premier ministre permettant de le faire participer à la gestion du pays. Vous savez, quand on est opposant et qu'on n'est jamais associé à la gestion du pays, on pense à quelque chose, mais quand on est associé et qu'on est au cœur du dispositif de gestion du pays, la vision change. C'est comme on le dit chez nous, entre celui qui est sur l'arbre, qui voit, et celui qui est en bas, et il y a une grande différence. Donc aujourd'hui, il faut savoir que l'opposant qui était radical hier a compris que le contexte a changé et il faut aussi changer. Louis Kamako, c'est quand même cette posture radicale qui a construit Succès Masra. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment qu'avec ce discours, cette nouvelle posture, Succès Masra risque de ne plus être le Succès Masra
qui mobilisait autour de sa cause? Non, cette posture, on le connaissait juste quand il était étranger, quand il était à l'étranger, mais depuis qu'il est revenu au pays, jusqu'à ce qu'il devienne Premier ministre, je crois que son discours à un moment donné a changé. On voit un opposant charismatique qui est devenu en quelque sorte un accompagnateur ou bien quelqu'un qui adhère aux idéaux de Itno Déby. Tout s'est gâché quand il a accepté d'être Premier ministre? Bien, non, ça il ne le cachait pas. Il était justement cet opposant sur qui les Tchadiens comptaient justement pour mettre fin, entre guillemets, à la dictature, pour mettre fin en fait aux exactions auxquelles il faisait face. Donc je ne sais pas, la politique reste la politique et le politicien reste le politicien. Eux-mêmes, ou bien le politicien même détient le secret ou bien connaît le mobile de son acte. Donc on n'a pas compris, on ne connaît pas les motifs de son revirement à l'époque, mais ce qui est sûr, je crois que c'est quelqu'un, à mon avis, qui se montre ici très calculateur. Parce qu'il vient de passer quelques jours en prison, il a été condamné. Quelques mois, hein, quelques mois, plus d'un an quand même. Plus d'un an, je crois. Donc, il a été condamné à 20 ans de prison avec réclusion. Et là, en réalité, tout était fini pour lui. Donc, on s'attendait à peut-être qu'il meure en prison. Et donc, aujourd'hui, il est sorti. Donc, il veut justement saisir cette opportunité, selon moi, pour sortir des rivalités avec le pouvoir. Peut-être son notoriété ou bien sa réputation d'opposant charismatique, il va commencer par la reconstruire à travers cette libération. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas juste se mettre toujours dans la posture de défiant tout de suite avec l'autorité. Il veut peut-être faire comprendre en fait au pouvoir qu'il est là, il va les accompagner, mais tout en continuant à travailler dans l'ombre. C'est de ça qu'il est question, parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, Itno Déby a l'appareil répressif en main, il a tous les moyens justement pour parvenir à sa politique. Mais en face, est-ce que Sucé Masra peut faire quelque chose? Sucé Masra n'a pas de force, il ne peut que compter sur son peuple, et on a vu la capacité, on a vu la manière dont le peuple a réagi quand il était en prison. Et donc, quand vous êtes un politique et que vous voyez que vous vous battez pour un peuple, mais que le peuple là n'est pas prêt à mourir pour vous, je crois qu'à un moment donné, on est obligé de changer de fusil d'épaule, ou bien on est obligé de mettre un peu d'eau dans son vin, ou bien on est obligé de changer de paradigme. Je crois que, je suppose que c'est ce que Sucé Masra est en train de faire actuellement. Je ne dis pas, parce que je serais très malhonnête quand je vous dis que cet appel à la réconciliation est pour lui la renonciation de son combat. Je ne pense pas qu'il va abandonner de sitôt. Le combat. De toute façon, il a quand même réaffirmé le rôle de son parti comme force majeure d'opposition. Mais il s'est dit également disposé, prêt à œuvrer pour une dynamique collective de reconstruction nationale. Ça signifie quoi? Oui, en fait, aujourd'hui, qu'on le dise, c'est une vérité, une réalité, que nos pays n'ont plus besoin de dire radicalisme, mais des politiciens, pas des politiciennes. Parce que quand on parle de radicalisme, je mets un peu de guillemets, c'est de politique politicienne, des calculs politiques, qui fait que on est capable de soulever la population contre les dirigeants afin de mettre les bâtons dans leurs roues, alors qu'on sait pertinemment que tout ce qu'on fait à la tête de nos pays, ça rentre dans l'intérêt de nos pays. Nous avons comme l'impression que les dirigeants sont plutôt nos bourreaux, alors qu'en réalité, ils seront les plus à l'aise quand ça va pour nos populations. Maintenant, si la personne est plus concernée par les questions, les besoins, les problèmes de ses concitoyens, c'est lui le premier à être au courant des questions sécuritaires, de la rébellion, qui ne donne pratiquement pas. Quel est l'intérêt pour cette personne-là de maintenir sa population dans la misère? Donc, il a été question que les Africains se fédèrent autour des dirigeants pour que les politiques fassent en sorte que
pour ce qui concerne l'intérêt supérieur de la nation, que nous nous retrouvons et que nous faisons quoi? Que nous travaillons d'arrache-pied. Est-ce que intérêt supérieur de la nation signifie qu'on doit forcément aller dans le sens où va le pouvoir? Non, non, pas forcément. Pas forcément, parce que quand on dit le pouvoir, vous parlez d'un parti politique au pouvoir. Mais quand on dit les dirigeants, les gouvernants, les gouvernants, c'est apolitique. D'accord? C'est-à-dire que tout ce qui est politique de gestion de notre pays, ça va dans l'intérêt de la population. Et là-bas, il n'y a pas d'opposition. Quand on parle d'unité, où est le problème? À travailler pour la réconciliation d'un pays. Travailler dans le sens à apporter de l'eau, à apporter la nourriture, à favoriser l'emploi des jeunes, l'insertion des jeunes. Qu'est-ce qu'il y a de contraire à ce que l'opposant veut? D'accord? Vous voyez, il y a certains pays qui ont tout le pays a une vision de telle manière que quand il y a une vision contraire à ce pays-là, même les politiques font face à cette situation. Je veux parler de la France en 2024, quand les Français ont vu l'émergence de Marine Le Pen et de son parti au pouvoir, de son parti politique au Parlement européen. Vous voyez tout ce que les politiques ont fait. Ce n'est pas parce que les socialistes, les républicains et tous ces consons-là, ils sont dans la même vision que le chef de l'État, Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait bloc pour ne pas permettre à l'extrême droite de venir au pouvoir ou bien de gagner la majorité à l'Assemblée nationale. En fait, c'est pour dire que quand on est à un moment donné de la vie de nos nations, il y a ces questions d'ego et de politique politicienne, de calcul politique doit s'arrêter pour être unis face, peu importe celui qui est au pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est une leçon à apprendre de Sucé Masra qui nous dit que quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, comme je l'ai dit, s'il s'agit de l'unité, s'il s'agit de la réconciliation, s'il s'agit de travailler pour le bien-être de la population, je suis prêt. Mais maintenant, il a sa vision politique. Celui que lui aussi, à un moment donné, doit forcément citer à un moment donné, ça ne l'écarte pas de son objectif politique. Donc, c'est ça. On sait qu'il a bénéficié d'une grâce présidentielle. Il était condamné à 20 ans de prison, donc la grâce n'efface pas la peine. Voilà. Et aujourd'hui, ce que demandent ces conseils juridiques, c'est qu'il y ait une loi d'amnistie qui permette que la démarche de réconciliation puisse être parfaite. Est-ce que vous pensez que le président Déby devrait aller dans ce sens-là? Oui, je crois il a intérêt parce que pour moi, il doit capitaliser cette sortie de Sucé Masra. Il doit sérieusement capitaliser cette succès pour essayer de réduire la tension avec une partie de l'opposition. Parce que la crise politique est toujours vivante, est toujours d'actualité au Tchad. Et donc, c'est le moment, en fait, pour le président tchadien qui est contesté par une frange de l'opposition d'essayer de faire les choses comme cela se doit, en transformant peut-être cet appel de réconciliation en un dialogue politique franc. C'est de ça qu'il est question, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à capturer ou bien on est arrivé à débaucher le principal opposant et donc derrière lui on peut drainer tout un nombre. Donc c'est pour cela que je trouve que c'est une opportunité en or aujourd'hui pour lui qui doit saisir. Donc je crois que tout cela illustre aujourd'hui le profil bas que Sucé Masra est en train de faire. Parce qu'il a toujours la corde au cou. Tant qu'une amnistie n'est pas signée en son nom, il peut se retrouver ou bien il peut retourner en prison à tout moment. Le pouvoir aussi a calculé la grâce. Voilà, le pouvoir a calculé la grâce. Et tout ça, je crois que des négociations auraient été faites en amont avant sa libération. Donc c'est quelqu'un qui est en train de respecter à la lettre ce qui a été dit
ou bien ce qui spule dans les thèmes, du contrat. Parce que c'est comme ça qu'il faut le dire. Cette libération-là n'est pas venue comme ça. C'est venu juste parce que quelqu'un, quelque part, a dit qu'il faut un peu du lait, il faut de la compromission, il faut du consensus pour faire avancer le pays. Donc, tout le monde désormais jouera son rôle. Le président, il est là, il sera le premier citoyen, il sera le président de la République. Sucé Masra aura toujours son statut d'opposant et opposant accompagnateur. Et ça, ils vont essayer de jouer le jeu démocratique. C'est de ça qu'il est question. Et pour vous dire qu'en réalité, rien n'est plus... il n'y a plus rien à mettre sous la dent là-bas sur le plan politique parce que vous avez un président, vous avez un militaire qui est venu au pouvoir en violant le test constitutionnel. Il a essayé de fragiliser l'opposition, il a essayé de mettre en prison ceux qui pouvaient mettre en prison. On a assassiné de façon discrète certaines figures de l'opposition, bien de la société civile. On essaie justement d'embastir ou bien d'étouffer les voix crédibles. Et donc, je crois que c'est un plan stratégique qui est mis en œuvre aujourd'hui par le président Itno Déby. Et donc, je crois que Sucé Masra n'est qu'une victime de plus. Une victime de plus qui, à un moment donné, a compris qu'il n'a pas les moyens de sa politique et il lui revient justement de faire profil bas en suivant la ligne directrice en fait, du président Sucé Masra. Georges Hérault, très rapidement, la grâce a quand même surpris beaucoup de personnes. Je pense qu'ils étaient 6 opposants à bénéficier de cette grâce. Vous pensez qu'il y a eu forcément des discussions en amont? Des discussions, ça ne manquera pas, mais il faut aussi penser à la décrispation du climat social et politique, surtout du Tchad. Donc aujourd'hui, on ne peut pas combattre la rébellion en étant divisé aussi et en étant contesté, en créant aussi d'autres oppositions qui viendra fragiliser l'effort des dirigeants. Donc moi je pense que forcément qu'il doit y avoir de discussions, mais ces discussions-là vont dans la droite ligne d'unité et de réconciliation. Merci beaucoup. On va marquer la pause pour regarder le journal et puis nous serons de retour derrière pour la deuxième partie.